comment on fait quand on veut tout ? Entreprendre, aimer ce que l'on fait, réussir et en même temps être présente pour ses enfants. Vous pensez vraiment qu'il faut choisir entre être une bonne mère ou une femme ambitieuse ? Eh bien non. Avec La Marquise, le podcast des Mum Boss, je vous montre qu'il est possible de concilier vie d'entrepreneur et vie de maman. Ici, pas de faux semblants, juste la vraie vie. Celle où on jongle entre le business, les couches et les devoirs. Celle où quand on doute, on passe à l'action quand même. Je suis Sonia, maman de 4 enfants, consultante en marketing et entrepreneur passionnée depuis 2020. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Au programme, des stratégies concrètes pour bâtir un business rentable, des conseils pour jongler entre vie de famille et entrepreneuriat, et des interviews inspirantes de mamans entrepreneurs. Bref, un vrai coup de boost pour passer à l'action. Alors que vous soyez en train de plier du linge, d'allaiter bébé, en voiture ou en pleine séance de sport, ce podcast vous sera utile pour avancer. Pour ne rien manquer, vous avez juste à vous abonner et partager le podcast à une autre maman qui en a besoin. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet du jour. Bonjour à tous, bonjour les Marquises. Alors je suis hyper heureuse aujourd'hui parce que j'accueille à mon micro une sublime femme, donc Nadia Good Vibes, que vous connaissez probablement, qui est maman et expatriée au Maroc. Salam alaikum Nadia. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toi, c'est moi qui est honorée d'être là avec toi aujourd'hui. Barakallahu fiki, merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'expatriation, on va parler aussi de maternité parce que tu as 3 enfants. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat fait très peur aux mamans. Donc, j'ai à cœur aussi de leur montrer que c'est possible quand on est maman et quand on a des enfants. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite te demander, Inch'Allah, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Ton parcours de vie, donc nous retracer un petit peu où est-ce que tu as vécu enfant, etc. Enfin, n'hésite pas vraiment. Et quand est né l'entrepreneuriat aussi, n'hésite pas à nous retracer un petit peu ton parcours, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Merci, c'est gentil. Alors, je m'appelle Nadia, alias Nadia Good Vibes sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas toujours été Good Vibes, alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd. Je suis originaire des Vosges, je suis née à Épinal, dans les Vosges, en Lorraine. Je suis maman de 3 enfants, 18, 16 et 11 ans. Donc, on a le côté ado, le côté adolescent, le côté petit. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais maman au foyer, c'était important pour moi. J'ai allaité Imran, le dernier, jusqu'à 2 ans et demi, et encore, je voulais pas arrêter. Lilia, Yanis également, mais moins. En fait, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était important pour moi parce que je voulais reproduire où j'avais grandi. Donc la maman modèle, la maman parfaite, la maman qui faisait les piches maison, les baguettes maison, il fallait, subhanallah, j'ai l'impression que je devais cocher toutes les cases. Et je l'ai fait. J'étais en congé parental pour mes 3. Et dès l'instant que mon dernier a commencé à aller, Yanis, à aller à l'école, j'ai commencé à trouver un emploi pour pouvoir associer, donc être à la maison le mercredi, les week-ends, les vacances scolaires. Donc j'étais assistante d'éducation, surveillante. Parce qu'il était important pour moi, enfin, je ne voulais pas ne pas avoir mes enfants, donc je l'ai fait pendant, alhamdoulilah. Et ensuite, quand ils étaient, ça y est, plus grands, ils ont été au collège, ils ont pris le bus. Là, j'ai pris un poste d'assistante commerciale en CDI. Dans les Vosges, toujours près de chez moi. Je suis née à Épinal, j'ai grandi à Épinal, je me suis mariée à Épinal, j'ai accouché à Épinal, j'ai eu mon CDI à Épinal, j'ai construit à Épinal. En fait, subhanallah, on est vraiment dans le cycle, on reproduit. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment salariée en tant qu'assistante commerciale, 35 heures, mais je travaillais pas les week-ends, les samedis et le dimanche pour pouvoir habiter, parce que mon mari était transporteur. Il faut savoir que mon mari travaillait dans le transport, donc il partait beaucoup en déplacement. Donc j'étais des fois toute seule avec les enfants, alhamdoulilah, et donc du coup je ne pouvais pas ne pas être avec mes enfants. Donc, et l'entrepreneuriat est arrivé à un moment où je me suis ennuyée dans mon travail. L'entrepreneuriat est arrivé à un moment où il y avait plus ce contact humain, où j'étais toujours derrière mon ordinateur à faire des mails, à de relance de vie. Je vendais des copeaux de bois. Donc, il y a quelque chose qui me manquait. Un jour, lors d'une crémaillère de maison, rien à voir, j'étais chez une amie qui avait fait sa maison, qui m'avait invitée. Elle a fait une démonstration de produits ménagers. Donc, une démonstration que je connaissais les produits, je parlais à la place de la vendeuse. Je dis, ouais, mais ça, c'est bien, ça, tu fais ça avec ça, ça, tu fais ça. Et là, au bout d'un moment, elle m'a dit, prends ma place. J'ai dit non, je peux pas. Elle me dit, mais tu en parles tellement bien. Je dis, parce que je les connais, que je suis convaincue. Et du coup, elle m'a dit, ça t'intéresse pas de vendre? Je dis non, vendre des produits ménagers, non, jamais. Ne jamais dire jamais. Et subhanallah, les choses ont fait que
Elle me dit, vas-y. Et là, quand elle m'a parlé de complément de salaire, que je pouvais toucher ça et qu'on a toujours besoin d'argent, parce que quand on veut cocher toutes ces cases, construire une maison, faire la terrasse, faire des travaux, faire un crépi, faire le placo, la voiture, financer les travaux de la deuxième voiture, il y en a toujours besoin d'argent. Et subhanallah, en fait, ça, c'est le cycle, pardon, de la dunya. Et en fait, je me suis oubliée. J'étais vraiment l'hamster qui court dans la cage, en étant vraiment dans ce système que la société a voulu de moi. J'ai donc saisi cette opportunité, de gagner un peu plus d'argent, mais j'ai trouvé beaucoup plus que l'argent. J'ai trouvé l'humain, j'ai trouvé les femmes, les échanges. Donc je vendais des produits ménagers le vendredi soir, le samedi après-midi, et le dimanche je partais en livraison, en plus de mon travail la semaine. Donc je me suis commencé tout doucement comme ça en tant que VDI dans l'entrepreneuriat. Donc j'étais à mon compte, et subhanallah, ce que j'ai retrouvé là, c'est l'humain, en vendant des produits ménagers. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et de là, j'ai quitté mon travail CDI pour me lancer à fond dedans. Et alors là, en 2019. Donc là, on est en 2019 quand t'as quitté ton CDI. J'ai commencé en 2019 ce travail, ce job à côté. Et j'ai quitté mon travail 6 mois après, le 13 décembre 2019. Donc ça veut dire que t'en vivais? Ça y est, ouais. Alors, en tant qu'assistante commerciale, j'ai touché le SMIC, j'étais à 1 230 €. Et quand je faisais ces réunions, c'est un peu comme Tupperware. J'ai dépassé mon SMIC. Et donc là, j'ai dit, attends, j'aime ce que je fais. Il y a beaucoup de travail, on va pas se mentir. Je me déplaçais, mais j'avais pas le sentiment de travailler parce que j'aimais. Je voyais des gens, je passais des bons moments, des bonnes soirées. Et ça se faisait tout seul, quoi. Et c'est pendant là, je dis, attends, c'est ça la vie, faire ce que tu aimes. Ne pas avoir le sentiment de travailler. Et donc, au mois de décembre, j'ai quitté mon travail, ouais. Et ma mère n'a rien compris. Elle m'a dit, tu vas quitter un CDI pour vendre des produits ménagers. Et je dis, ouais. Mon mari m'a toujours soutenue, alhamdoulilah. Mais ma mère me disait, mais ça va pas, t'as un bon bureau, t'es en CDI, t'es près de chez toi, tu rentres le midi. Voilà, il fallait vraiment cocher cette case. Et je dis, ouais, mais je m'épanouissais pas. Je m'épanouissais pas. Non, j'y allais. J'avais pas la boule au ventre non plus. Mais c'était pas moi, en fait. C'était pas moi. Et donc, j'ai dit, ciao, quoi, Allah. Et je me suis lancée comme ça. Et voilà, et je crois que c'est la plus belle expérience de ma vie. Et je vais te poser une question personnelle, c'est OK si tu ne peux pas répondre, mais est-ce qu'à cette époque-là, quand tu étais assistante commerciale, tu portais le hijab? Ouais, je posais le turban, mais je l'enlevais avant. Je l'enlevais avant, en fait. Tu l'enlevais en arrivant au travail? Ouais, je l'enlevais en arrivant au travail, et même avant d'arriver au travail, tu vois. Parce que dans le parking, je voulais pas qu'ils voient. Tu vois, c'est comme si tu cachais quelque chose. Et subhanallah, même quand tu les croises en dehors du travail, parce que j'en étais dans un petit village, à Pouxeux, c'est comme si j'avais honte, que Dieu me pardonne. C'est pas que subhanallah, parce qu'ils te jugeaient avec ce que tu portais par rapport à ça. Et j'ai toujours fait abstraction pendant 5 ans, où j'ai dit, où je le retirais. Et le jour où j'ai passé l'entretien, je suis arrivée, je l'ai enlevé avant. J'ai fait des petites bouclettes. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, il fallait vraiment coché la case, tu sais, vraiment rentrer dans le cercle. Donc tu fais comme eux ils veulent, et pas comme toi tu veux. Et là déjà là, indirectement, tu te respectes pas en faisant ça. Non, puis tu as l'impression d'être schizophrène, en fait. Moi, j'ai vécu la même chose que toi. Sur le parking, j'enlevais mon hijab. J'avais l'impression d'être schizophrène. En fait, j'étais j'étais Sonia au travail et Sonia en dehors, et c'était pas la même personne. Enfin, ouais, c'est hyper dur, je trouve. C'est très dur, et situation. surtout quand t'es maman. Devant tes enfants. Maman, elle retire son hijab et on prône la religion dans le foyer, mais finalement, elle fait ce que je dis, fait pas ce que je fais, quoi. Tu vois? Et quand j'allais dans mes réunions le vendredi, le samedi, je gardais mon hijab. Je me mettais en mode turban. Aucun problème. Je n'ai jamais eu de souci par rapport à ça, bien au contraire. Bien au contraire. Donc là, tu as quitté ton emploi. On est en janvier, du coup, 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Janvier 2020, tu quittes ton emploi et tu es full-time entrepreneur et tu vends des produits ménagers. Ouais, je vends des produits ménagers, je suis à fond, je recrute, je monte mon équipe, je passe très vite responsable de structure, vraiment très très vite. Je suis une des vendeuses numéro 1 en France, numéro 3 internationale. Et là, c'est une ascension pendant 3 ans, jusqu'au décembre 2021. D'accord. Et il s'est passé quoi au bout de 3 ans? Ils m'ont rompu mon contrat. Ah bon? Ouais. Ils m'ont mis dehors, ouais. Ils m'ont fait un petit mail le 23 décembre, un jeudi à 11h04, pour me dire que j'étais une des meilleures vendeuses, que je faisais énormément de chiffres et que j'étais une personne agréable et souriante, mais qu'ils ne pouvaient pas continuer avec moi. Et donc, ils allaient rompre mon contrat le 31 décembre. Mais sans raison, sans explication.
sans explication. Le Subhanallah. 23 décembre, la veille du week-end de Noël, parce qu'il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de justice, personne ne pouvait répondre. Donc, ils avaient tout calculé. Ils gardaient mon équipe, 145 personnes, et ils me mettaient dehors. Et j'ai su après, par la suite, que j'étais montée trop vite et ça dérangeait d'autres conseillers, d'autres vendeurs. Et du coup, les gens n'étaient pas contents. Mais Allah, c'est ce que nous ne savons pas. Parce que c'est fiha khair. Et de là est arrivée l'expatriation. D'accord. Parce Alors que je l'ai raconte-nous. fait. Donc Bah, là, justement, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est un déclic que bah tu là, as eu après ça? ah non, je me suis écroulée là. Je me suis écroulée et c'est pour ça que je vous dis que j'étais pas good vibes. Pour vous dire, hein, j'avais sur les réseaux mon Nadia Point et le nom de la société en question. Je suis encore aujourd'hui en procédure judiciaire là, à l'heure où je vous parle. Et du coup, ils m'ont envoyé un huissier à la maison pour me dire de plus rouler avec ma voiture perso parce qu'il faut savoir que ma voiture perso, je l'avais floquée au nom de la société. Pour vous dire tellement je suis à fond. Moi, quand je suis un truc, je suis à fond. À mes frais. Je l'ai fait parce que je prenais la marque matin, midi, soir. Et du coup, j'avais dans les réseaux, enfin, je n'étais même pas trop sur les réseaux. Hein. J'avais mis Nadia Point et le nom de la société. Donc ils m'ont envoyé un huissier à la maison pour me dire qu'il fallait impérativement que je ferme mes comptes sur les réseaux, enfin et que j'enlève, soit je changeais le nom, soit déjà avoir un huissier à la maison, c'est pas un truc que t'as l'habitude d'avoir. Donc j'étais pas bien, je tremblais. Et je dis oui, vite, va vite, faut que j'enlève le nom de la société parce que j'ai pas le droit. Parce qu'ils ont rompu mon contrat avant l'échéance. Et de là, subhanallah, je savais pas quoi mettre. J'étais comme ça, je savais pas quoi mettre. Et j'ai une amie qui m'appelle en Suisse, c'est Sarah, qui m'appelle et qui me dit, ouais, ça va, good vibes. Elle s'appelle Salima. Elle me dit, ça va, good vibes. Et là, je dis, eh ben voilà, je vais mettre good vibes. Bah, de là, Nadia, good vibes. Subhanallah, c'est arrivé. Mais j'ai passé quand même plusieurs mois très difficiles. Donc, j'ai fait une dépression, j'ai fait un gros burn-out. Comme j'étais VDI, entrepreneuriat, bah, j'avais pas droit au salaire. Donc, je n'avais pas eu de chômage. Donc, ça a été une dégringolade financière aussi. Donc, il s'est entraîné une vente de la maison, repartir en location. Mais c'est la plus belle chose qui soit parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, j'ai un appel. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, pardon. Ah, excusez-moi. Et subhanallah, c'est que j'ai eu un appel j'ai eu un plan. J'ai eu, subhanallah, en fait, Rabbi savait qu'il y avait, il m'a éloigné de la riba. Vraiment, il m'a éloigné de la riba. Et alhamdoulilah, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Vraiment. Parce qu'au finalement, je suis revenue dans un cycle, de comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais là et pourquoi j'avais été créée. Mais durant ces mois-là, ça n'a pas été du tout facile. Autant pour moi que pour mes enfants. Qu'ils étaient montrés du doigt parce que la maman de Yanis Dubois, vous avez vu la maman de Yanis Dubois, elle s'est fait virer, vous avez vu la maman, tout le monde, et mes clients, les professionnels, les restaurants m'appelaient pour du consommable parce que je vendais tous les mois, c'était des produits consommables et je n'arrivais pas à dire écoutez, ils m'ont viré, je peux pas vous donner. Je n'y arrivais pas. Et du coup, j'ai fui, j'ai coupé, je me suis enfermée, et ça a été très difficile. Mais alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Donc là, quand tu prends ta location, tu es toujours dans la même ville ou tu changes de ville? Dans la même ville. J'habite en face de chez mes parents. Mais vraiment en face, tu traverses la route, quoi. Parce que mon père m'aidait pour les enfants et que j'avais pas beaucoup d'énergie, j'avais pas beaucoup cette force. Et même mes parents, qu'Allah préserve nos parents, ceux qui n'ont plus leurs parents, même celle qui m'a portée n'a pas pu m'aider. Parce que tu peux pas le décrire, en fait. Subhanallah, t'aurais pu me donner même des millions à ce moment-là. C'était qu'en fait, il y avait ce sentiment d'humiliation, d'injustice, tu vois. Mais subhanallah, Youssouf alayhi salam, tous nos compagnons ont une histoire. Et quand tu reflètes tout ça, tu dis, c'est pas un hasard. Et c'est là où je me suis tournée vers celui qui m'a créée. Et je suis arrivée à un stade où je lui ai dit, où je me suis levée et j'ai pleuré la nuit et j'ai dit, prends ma vie, quoi. Je peux pas, j'arrive pas. Alors que c'était que un licenciement. Mais c'était pas le licenciement, c'était pas l'endettement. C'était le sentiment d'avoir rien fait. Si seulement, et j'avais dit, s'il y avait quelque chose, au moins une bride, quoi, si j'ai fait une erreur, au moins, mettez-moi un avertissement. Au moins, je saurais le pourquoi du comment. Mais il y avait rien. Et c'est ça je comprenais pas. Mais en fait, tout simplement, il me méritait pas. Aujourd'hui, je le vois différemment. Et subhanallah, mais ça a été difficile, hein, parce que j'étais pas dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui. J'avais pas le même état d'esprit que j'avais aujourd'hui. Et alhamdoulilah, de là, j'ai dit maintenant, ma vie, je vais la vivre, je vais plus la subir. Et Allah m'a répondu. Qiyam al-layl, istighfar. Et vraiment, et c'est là, à l'âge de 40 ans, donc j'ai subi ça, où j'ai découvert le véritable amour et l'islam d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est né culturellement, traditionnellement, Ramadan, tout ça, la prière, c'est tac, 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 que Dieu me pardonne. Et je vous le dis, et c'est pas une fierté de vous dire ça. Mais en fait, j'avais pas cette connexion, tu vois,
avec le divin. Et c'est quand je priais, que je me levais, que je pleurais, et que je demandais de l'aide, que je voyais des signes. Je voyais, subhanallah. Et là, je me dis, mais en fait, c'est fou ce qui se passe. Et là, je me dis, à partir de là, je vais vivre ma vie. Et je vais m'en remettre à Allah. Je vais évidemment faire les causes. Et un de mes rêves, c'était de m'installer au Maroc. Enfin, le jour où mon mari, on s'est marié, il m'a dit, moi, je vais vivre au Maroc. Et je dis, non, vas-y tout seul. Moi, je vais me faire arnaquer, tu vas te faire voler, tu parles pas l'arabe. Puis mon mari est converti français. Et donc, là, je dis, ça y est, c'est fini. J'ai tout donné. J'ai fait d'un travail ma priorité, alors que j'étais qu'une option pour elle. Du jour au lendemain, j'étais plus rien. Donc, maintenant, c'est ma vie. Entre moi et Allah. Donc, s'installer au Maroc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. On est arrivé, on a loué un camion. On a pris un camion chez Ucar, on a mis un maximum d'affaires, j'ai pris mon chat et j'ai dit quoi. Et j'ai laissé mes parents, mes frères et mes sœurs en quelques mois et j'avais pas des mille et des cents. On a dû avoir 10 000 euros de côté et encore, mais j'avais dit c'est pas grave, faire les causes et je laisse Allah subvenir à nos besoins. Un oiseau, il part le ventre vide, il rentre le ventre plein. Et ben je vais faire comme l'oiseau moi aussi. Et pour beaucoup de gens, notamment ma mère, elle m'a dit c'est risqué. Elle m'a dit, va faire Rokia, il t'est arrivé quelque chose, c'est pas possible. Mais non, aujourd'hui, ma façon de voir les choses est totalement différente maintenant que j'ai subi cette épreuve, qui a été une belle épreuve aujourd'hui, finalement. Et de là, j'ai découvert encore plus l'entrepreneuriat parce qu'en fait, c'est l'école de la vie. C'est vraiment l'école de la vie. Tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends l'humain, ce n'est pas facile, mais tu mets à disposition ce que Allah t'a fait, en fait. Ce que Allah t'a donné, ton khalifa sur terre. Parce qu'on n'est pas là par hasard, on doit apporter quelque chose. Hein. Et donc, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est j'utilise mon excellence, mes compétences que je ne voyais pas avant à disposition de la Oumma. Machallah. Et donc, en fait, ça a été à travers l'expatriation, du coup. C'est ça ? Voilà. Ouais. Okay. Et donc, suite à cela aussi, j'ai vendu des compléments alimentaires, donc que je consomme encore aujourd'hui. Hein, je prends ma boisson tous les matins. Et donc, je suis venue au Maroc pour développer cette société. Donc, je suis venue pour développer cette société américaine qui s'est implantée à Sidi Maalouf à Casa. Et l'objectif était de redémarrer cette société, de la lancer. Et encore une fois, les plans d'Allah sont les meilleurs. Il sait ce que nous ne savons pas. Et donc, je suis arrivée au Maroc. J'ai fait quelques mois, pas longtemps, commencé à développer la société, à vendre des produits, à recruter ici, à monter ma petite équipe. Et au final, subhanallah, aujourd'hui, j'accompagne les gens à s'installer au Maroc. Inch'Allah. Et alors, quand tu es arrivée, tes enfants, ils avaient quel âge ? Ma fille était en seconde première. Yanis était en troisième. Et Imran était en CM1. Alors, donc, ça a été dur pour les grands ? Non, parce que les grands voulaient partir. Les grands voulaient. Par contre, le petit ne voulait pas. Il ne voulait pas quitter la France, quitter ses grands-parents, quitter ses cousins, Il ne voulait pas. Les grands voulaient, mais pas le petit. Mais on l'a communiqué, on lui a expliqué, on a écouté ses peurs. Et en fait, c'était juste qu'il avait référencé l'installation au Maroc aux étés quand on allait à Khribga en vacances avec mes enfants et que oui, mais moi je suis dans le quartier et je parle pas l'arabe, je comprends pas ce qu'ils disent et je me sens différent et intrus. Donc il pensait que c'était ça la vie en fait. Et on lui a expliqué que non, c'est pour ça qu'on l'a mis en mission française, pour l'adaptation dans un premier temps. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils se sentent différents et intrus. Donc la peur a été transmise, a été communiquée et finalement, alhamdoulilah, c'est bien passé. Et aujourd'hui, ils me disaient encore hier soir, maman, mais on est bien ici. Alhamdoulilah. Et pourtant, il est dans une école marocaine. Hein. Donc, c'est subhanallah. Dua, ya Rabbi qui s'agit, alhamdoulilah. Et mes grandes, ma fille, elle a eu l'appréhension du bac parce qu'elle a passé le bac ici. Bon, c'est une mission française, mais il faut savoir que le programme ici au Maroc est beaucoup plus lourd que le programme en France. Ils ont déjà un level beaucoup plus important, notamment en maths et en anglais. Donc, elle appréhendait, et alhamdoulilah, elle l'a eu avec mention. J'ai dit, crois en toi. J'ai dit, crois en toi. Et à l'adaptation du bac, elle ne voulait pas repartir en France. Elle m'a dit, maman, je ne repars pas en France. Je dis, pourquoi ? Parce que pour moi, les post-bac, c'était en France. Elle m'a dit non, parce que j'ai pris un mode de vie ici, où je vais à la salle de sport 100% femme, je garde mon hijab, je vais à la piscine 100% femme. Elle m'a dit, je me vois pas repartir, enlever mon hijab. Elle m'a dit non. Elle me dit, là, je mange halal toute la journée. Elle m'a dit, j'aimerais bien rester comme ça. Et je dis, dua istighfar et Rabbi pas de facilité. Mais elle savait pas quoi faire. Elle savait pas où aller. Et jusqu'à s'en rendre malade. Et je dis, ne t'inquiète pas, Rabbi pas facilité. Et aujourd'hui, elle est dans une université à Ifrane. Les plans d'Allah sont les meilleurs, tout simplement, alhamdoulilah. Et mon gamin, il est au CNED, lui, parce que lui, il a pas aimé du tout la mission française. Et parce que c'était pas approprié à son cursus à lui. Et alhamdoulilah, Imran est en école marocaine, programme marocain, mais tout en français. C'est bien. C'est bien, machin. Et alors là, tu t'es expatriée, c'était quoi, 2023 ? C'est ça ?
2023. Juillet 2023, on s'est expatrié, ouais. Première épreuve, septembre 2023. À peine on a posé nos affaires. Enfin, déjà, on a eu des épreuves à Tanger, on a eu bloqué pendant plusieurs jours, ils nous ont confisqué pas mal de choses. Ça, c'était de ma faute, on n'avait pas les bons papiers, on ne savait pas, parce qu'on n'a pas été accompagnés, on a fait ça tout seul. Et moi, je me dis, ouais, c'est bon, je suis marocaine, je connais le Maroc, j'y mets un mois dans l'année, je faisais ma belle et tout ça. Il y a mes parents, ils vont me dire, mais non, non, ça n'a rien à voir, en fait. L'installation au Maroc on n'est pas en tant que vacancier, on vient en tant que résident. Tout est différent, mais totalement différent. Tout est différent. C'est pas pire, c'est pas meilleur non plus, mais c'est un temps d'adaptation. C'est pour ça que, subhanallah, indirectement, quand je parlais de ma vie ici au Maroc, eh ben, les gens me sollicitaient énormément. Nous aussi, on veut quitter, nous aussi, on veut s'installer, nous aussi, on veut s'expatrier. Comment t'as fait, les écoles, le logement? Et ben, je répondais. Puis ça prend au bout d'un moment. Et puis au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à accompagner les familles tout doucement sur Zoom, avec des petits Zooms. Et j'ai bien vu que le marché avait parlé, qu'il y avait un réel besoin, et ça m'animait. Ça m'animait d'aider les gens à retrouver. C'est pas s'installer au Maroc, en fait. C'est vraiment retrouver les valeurs que nous avons, mais qu'on a perdues avec l'Occident. Comme tu disais tout à l'heure, retirer son hijab, ne pas manger halal, se cacher. Non, Allah nous a pas créés pour ça, en fait. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Donc être en concordance avec ses valeurs. Prier, le hijab, garder ton niqab, c'est ça la vie, en fait. Et donc ça, c'est venu, hein, parce que là, tu as créé ta société, au final, tu t'es rendu compte que voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est ça, les compléments alimentaires? Si, ça fonctionnait très très bien. Ah, bah alors vas-y, raconte-nous. Alors, Si, t'as ça créé... fonctionnait. On a fait des Alors, événements à Casa où on était 500 personnes. Non, non, ça marchait bien. On a monté la petite équipe. Je voyageais beaucoup. Mais j'avais perdu ce truc, tu vois. Subhanallah, je sais, moi, je peux pas travailler avec la pression ou chiffres, tu vois. Je peux pas travailler avec le temps et tout ça. C'est pas, alors que les produits sont bien parce que je les consomme encore aujourd'hui et ça m'a beaucoup apporté. C'est des produits naturels référencés. Mais quand tu me parlais du Maroc, mes yeux s'illuminaient. Ça m'animait. Parce que j'étais passée par là. Alors que, subhanallah, quand j'allais voir des clients pour la vente de compléments, c'était pas pareil. Et l'émotion n'était pas la même. Et subhanallah, je me suis dit, ouais, s'installer au Maroc, ça m'anime, en fait. Et c'est vrai, ce qui a aussi déclenché ça a été l'épreuve que on a demandé à ma fille de retirer son hijab en mission française. Parce que ma fille a mis le hijab juste avant qu'on quitte la France, subhanallah, en retour de Umrah. Elle a mis le hijab et j'ai dit, t'es sûre? Elle me dit, oui, oui. Je dis, ok, mais on joue pas avec ça. On fait pas l'effet TikTok hijab. Non, 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 maman. Ok. Et du coup, quand on lui a dit en mission française, ouais, faut enlever votre hijab, là, j'ai pas compris. J'ai dit, vous rigolez ou quoi? On est au Maroc, on est dans un pays musulman. Oui, mais madame, c'est la mission française. Ouais, ok, mais on est au Maroc, quoi. Et le proviseur, qui n'est pas marocain et qui n'est pas musulman, et il est très gentil, attention, je le respecte énormément. Il me dit, écoutez, madame, ici, c'est une mission française. Je dis, écoutez, monsieur, ici, c'est un sol marocain. Le Maroc, tu l'aimes ou tu le quittes? Et à la fin, je l'ai toujours tourné à la good vibe, à la rigolade, et je lui ai posé une fameuse question, qui a été l'événement aussi déclencheur. Je dis, mais pourquoi vous retirez le... Ah non, il faut savoir qu'entre-temps aussi, ma fille s'est fait repousser par la CPE. Donc, contact physique dehors. Elle l'a mis dehors. Elle a dit, ton hijab, c'est dehors. Donc là, il n'y avait pas de good vibes. Donc, je suis allée voir le proviseur, et c'est de là qu'on a échangé. Et je dis, dites-moi pourquoi dans les Qatar, à Doha, les filles gardent le voile. Lui était à Doha l'année d'avant. Et je le savais. Donc, je l'avais dit indirectement. Il dit, pourquoi l'année dernière, vous étiez proviseur là-bas et vous autorisiez les filles à garder le hijab et là, vous ne les autorisez pas? Et là, je me suis dit, il va me sortir une constitution, une loi. Il me dit, non, non, là-bas, c'est les filles de princes et d'émirs. Je ne peux pas. Je dis, pardon? Il me dit, c'est ça votre argument? Eh ben, en rigolant, je montre mon mari, je dis, c'est pas un prince pour lui. En rigolant, j'attends toujours là. Il me dit, non. Je dis, bah, écoutez, on va pas en rester là. Donc, ambassade de France, que les filles de parents, courrier, avocat, justice de justice. Et alhamdoulilah, le lendemain, ma fille est repartie avec son hijab parce qu'on avait raison. Mais ils veulent intimider les gens. Et ça, c'est la France qui nous a apporté ça. Donc, ne jamais vous taire. Dès que vous êtes dans vos droits, faut pas vous taire. Et dès le lendemain, les filles sont revenues avec le hijab dès le lendemain. Et de là est parti cet engouement de l'installation du Maroc, d'accompagner les familles et d'être avec eux, parce que j'ai accompagné des mamans qui avaient le même procédure à Agadir, à Marrakech, à Casa. Et ça m'animait, en fait. En fait, c'est les valeurs dignes. Tu vois? Et c'est ça qui m'animait. Et c'est pour ça que s'installer au Maroc, c'est la foi, c'est la fitra. Et donc, du coup, alhamdoulilah, ça a pu propager. Et puis, j'ai dit, bah, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur et je me lance là-dedans, dans l'accompagnement s'installer au Maroc. Ça n'a pas été facile. Pourquoi ça n'a pas été facile? Parce que ça n'a pas été facile, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je travaille beaucoup avec... aujourd'hui, tout ce que j'ai caché pendant 40 ans en France, notamment la religion, le ramadan, le hijab, ici, je le parle haut et fort, sans gêne. Comme l'action que j'ai eue pour ma fille en mission française. Et là, je dérange certaines personnes, haut placées. Mais ça m'est complètement égal. Moi, Allah, il passe avant toute chose. Donc, on m'a mis des barrières, des bâtons dans les roues, mais ça m'impressionne même pas.
Mais on t'a mis des bâtons dans les roues pour la création de ta structure Non, ou non, 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 non? non, pour OK. faire des événements, pour créer des collectifs, pour faire des choses. On m'a fermé des portes. Donc c'est pas grave. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Comme je leur ai dit, je le fais. Avec ou sans vous. Vous voulez venir avec moi, marhaba. Vous voulez pas, marhaba aoutsani. Ça me dérange pas. Donc voilà. Donc le mindset prend un coup et tout ça, mais alhamdoulilah, je lâche pas. Et on lâche pas. Parce que je faut savoir que je travaille avec mon mari. On est que tous les deux. Hein. On travaille tous les deux. On s'est lancé un domaine qui est encore plus développé d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que donc tout ce que tu fais toi aujourd'hui dans ton travail. Donc là, on a pris des gens qui nous ont accompagnés, on a investi de l'argent dans nos économies, on a dû emprunter de la famille pour pouvoir comprendre ce système aussi. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est du travail, mais c'est un plaisir avant tout. Je le fais vraiment avec amour. Quoi. En fait, ça a commencé d'abord par accompagner les familles à s'expatrier. Et il me semble que tu as aussi une agence de networking et d'events, c'est ça, au C'est ça, Maroc? N-Des-Liens. Donc N-Des-Liens, c'est Nadia Dubois, Nicolas Dubois, et c'est aussi Nouer des liens. Parce que les ressources que j'ai pu mettre à disposition pendant presque 3 ans aujourd'hui, les entreprises me contactent, me disent, écoute Nadia, je sais que tu accompagnes les gens à s'installer au Maroc. Écoute, nous, on a besoin un ingénieur, un chef de projet, un développeur, et ça s'est fait machinalement, quoi, subhanallah. Et on a créé un réseau aussi avec des professionnels, des entrepreneurs qui recrutent. Et c'est ça mon objectif, c'est créer de l'emploi ici. Et pas sous-traiter, hein, bien au contraire, quoi. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas, que les gens profitent de la main-d'œuvre marocaine, africaine, j'ai envie de dire, pour vraiment exploiter. Et ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Et donc, du coup, de là, quand j'ai commencé à mettre en relation les gens, connecter les gens, tiens, il y a elle qui cherche ça, il y a elle qui fait ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je te demandais ce que tu faisais. Parce que indirectement, ça fuse là-dedans. Et moi, mon excellence, ce que j'aime le plus, c'est connecter et créer des liens. Mettre en relation les gens. Et du coup, j'ai dit, attends, on va en faire un support pour pouvoir mettre en relation. Donc, on a créé un SaaS, N-Des-Liens Maroc, qui a pour objectif de faire des événements. J'espère que d'ici là, on a commencé à faire des événements physiques, notamment à Rabat. J'en ai fait il n'y a pas longtemps à Mulhouse en France, pour vraiment connecter les gens. Voilà. Je cherche un travail, et il y a telle personne qui cherche tel emploi. Moi, je dis toujours, je ne vous garantis pas le résultat. Le résultat appartient à Allah. Par contre, on fait les causes. Et après, il y a des connexions de malades qui se font. Il y a des trucs de fous qui se font. Et il me dit, mais Nadia, tu te rends compte, il y a ça, on m'a créé un poste là. Nadia, je dis, écoute, c'est Rabbi. Nous, on ne sait pas. C'est les portes qui s'ouvrent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc là, c'est ouvert aussi bien aux entrepreneurs, aux salariés, à Bien tout sûr. le monde? Ouais. Tout le monde, ouais. Là, ça y est, on a en train 2-3 petites choses à mettre en place. Mais alhamdoulilah, donc c'est dans la continuité de s'installer au Maroc. Donc s'installer au Maroc, je t'accompagne, je t'installe. On forme aussi dans le digital. C'est-à-dire que les personnes qui veulent se lancer dans le digital, j'ai collaboré avec Saïd Amzil, parce que moi, je suis pas expert dans la formation de digital. Donc, j'ai été chercher un entrepreneur qui est ici au Maroc pour pouvoir accompagner les gens dans le digital. On a donc collaboré ensemble et on a mis à disposition ceux qui voulaient se lancer dans le digital pour les familles qu'on accompagne et ceux qui ne le veulent pas, qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, on a créé des liens qui c'est plus physique. Donc, voilà. On essaye de répondre à une demande, à un besoin. Et alhamdoulilah, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que, parce que moi je dis toujours, hein, l'expatriation, le nerf de l'expatriation, bien évidemment, il y a le tawakkul, mais il y a aussi une réalité, c'est comment gagner ses revenus quand on s'expatrie. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis de ton activité? Alors, il faut savoir que avant toute chose, oui, il y a le tawakkul. Et ça, pour moi, ça passe. Oui, il y a le concret, il y a l'action. Quand on dit tawakkul, c'est je fais les causes. Dans le tawakkul, c'est je fais les causes. C'est l'action. Ça, c'est l'action. Pas d'action, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Donc, je fais l'action. Je place ma confiance sur les résultats. Je ne le contrôle pas. Et je laisse Allah. Alors ça, c'est très important parce que moi, vraiment, c'est ma devise et je sais que j'agace des gens. Ma mère, elle me dit des fois, elle me dit avec ton tawakkul, tu m'agaces. Elle me dit, je dis ouais, mais tu crois à Allah. Et des fois, c'est oui, t'as pas le résultat concret. Oui, tu n'as pas d'argent. Oui, parce que l'entrepreneuriat, t'as pas un salaire fixe tous les mois. Mais t'as quand même des charges, un loyer, les écoles à payer et manger. Et ça, crois-moi, j'ai été confrontée à ça. Oui, je vis, oui et non, parce que tous les mois, je serais incapable de dire si je vais vivre de ça ou pas. Mais pourtant, je te colle là. Ma fille a intégré une école privée qui me coûte 12 000 € à l'année. Et je vais être honnête et transparente avec toi, je n'ai pas les 12 000 € pour lui payer toute son année. Sachant qu'il faut payer un semestre 6 000 €, on le paye en 2 fois.
ayant eu un bac français, nous n'avons pas le droit à l'échelonnement. Et tant bien même, je l'aurais pas pris parce que finalement, j'ai vu qu'il y avait des frais. Donc, ça concordonne à de la riba et c'est contre mes valeurs. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a permis de payer un semestre. Et on a fait les causes, on a travaillé. Oh, j'ai pleuré, j'ai invoqué, je me suis levée. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais Allah, c'est ce que nous ne savons pas. C'est vraiment le hadith qui dit, hein, c'est comme l'oiseau qui part le ventre vide et qui rentre le ventre plein. Donc, et cet état d'esprit, mais fais les causes. C'est l'action. Mais ça, il n'y a pas de secret. Et même si ça marche pas, si tu savais le nombre de fois où j'ai fait des choses, où le lien n'a pas fonctionné, où ça a bugué, où je n'avais pas de sang, où je n'ai pas pu vendre, entre guillemets, le jour-là ma prestation, ça a été mais compliqué. Et encore aujourd'hui. Mais je sais qu'Allah ne m'abandonnera pas. Pourquoi? Et le plus difficile, c'est même pas de vivre de ce que tu fais. C'est de travailler ton intention. Et des fois, je reviens à mon intention. Et ça n'a pas marché. Attends, c'était quoi mon intention là? Parce que bien sûr, il n'y a pas de... Qui dit sabillah, c'est pas free. Hein. Free sabillah, ça n'existe pas. Hein. Tu peux faire de bonnes actions, il n'y a aucun problème, mais ça, tu le laisses entre Allah et subhanahu wa ta'ala. La main gauche ne doit pas voir ce que la main droite, elle a donné. D'accord? Mais sabillah, c'est dans le sentier d'Allah. Là, s'installe au Maroc, je fais en sorte d'accompagner les gens de s'installer au Maroc, mais de retrouver leur fitra, de remettre leur hijab, de refaire leur prière. Mais je travaille mon intention, qui est la chose la plus difficile. Difficile, je me comprends quand je dis ça, pour pas laisser la place à Shaitan à te dévier. Oui, on veut de l'argent, bien sûr, on peut être millionnaire, il n'y a aucun problème. Allah, il est illimité, il est abondant. J'en doute pas un seul instant. Maintenant, pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu vois? Et aujourd'hui, oui, je vis de cet accompagnement s'installer au Maroc. Je suis en train de me former à côté pour lancer diverses ressources de revenus. Je n'ai pas d'immobilier, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Et je ne fais pas de collaboration. Les gens pensent que je suis une influenceuse et je n'ai rien contre les influenceurs, mais jamais tu me verras, enfin jamais dire jamais, vendre une crème shampoing avec un code promo Good Vibes. Ça, c'est pas mon truc. C'est non parce que non, j'ai pas envie et j'ai pas envie. C'est deux métiers différents, hein, entrepreneur et influenceur. Voilà. Je suis influente et je n'ai rien contre parce que moi-même j'achète des fois des trucs avec des codes promo, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc je ne vis pas des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes pensent que je ne vis pas des réseaux sociaux. Et la fois, ma mère est venue chez moi, ici à Rabat, avec une amie à elle. Elle me dit, ça va, ça paye bien TikTok? Je dis, je touche pas à TikTok. Mais elle m'a dit, pour nous, tout le monde dit que tu vis de TikTok. Non, je ne vis pas de TikTok. Je travaille comme tout le monde. Et c'est bien, moi, j'aimerais bien être payé par TikTok, mais je comprends rien. J'ai essayé de regarder avec mon mari comment on faisait, mais il faut faire des vidéos tous les jours. En fait, indirectement, tu reviens dans le salariat parce qu'il faut que tu sois tac, présente tous les jours. Non. Moi, je veux la liberté. Je veux être libre. J'ai pas envie d'être une série télévisée sur les réseaux. Ça m'intéresse pas. Et tu sais, je vais juste revenir sur un point qui est hyper important selon moi et je suis totalement connectée et je le dis tout le temps aussi quand j'accompagne les femmes à entreprendre. Les 3 piliers, c'est ce que tu as dit, hein, c'est l'intention, la conviction, donc avec le tawakkul, et l'action. Et ces trois piliers, voilà. Et ces 3 piliers, il faut vraiment, et détermination, oui, bien évidemment, il y en a pas mal, mais c'est vraiment des bases. Des bases que vous devez avoir quand vous souhaitez entreprendre et quand vous souhaitez vous expatrier encore plus. Et la persévérance, ne pas lâcher. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de regret, il n'y a que des leçons. Ça n'a pas marché, fais khair. Allez, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui a fait que? Le nombre de fois, j'ai investi dans une formation que j'ai payé 5 000 € pour apprendre à faire des webinaires, à créer une offre irrésistible. Sauf que au bout d'un moment, j'ai mis en place, mais déjà, il y avait des choses qui n'étaient pas encore connues avec moi. Tu sais, les prix barrés, que disent personne. J'ai créé de l'illusion. Donc, indirectement, je vais mentir. Et c'est pas dans mon truc. Et donc, des fois, et c'est important d'aller vous former avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Exactement. C'est pour ça que j'étais partie avec Saïd Abdil, etc. Et d'ailleurs, lui, il forme pour faire des webinaires. Je ne savais même pas, je l'ai appris après. Mais Khair Martallah. Et c'est important qui tu vas recommander. Parce que tu as la responsabilité de ce que tu vas dire. Même sur les réseaux, le mot que tu vas dire va avoir un impact et une responsabilité. Donc, reste toujours en concordance avec tes valeurs. Et persévère. Apprends, c'est pas grave. T'as fait du vélo, t'es tombé, tu t'es relevé, tu t'as recommencé. Et ça, c'est important. Ne lâchez pas. Gardez vraiment restez focus sur quelque chose. Et ça, j'ai appris aussi avec l'entrepreneuriat. Restez sur un truc.
Oui, le focus. Ah ouais, ça Moi, c'est je me complètement. dispersais dans tout, dans beaucoup de choses. Mon mari s'arrachait les cheveux, même s'il n'a pas de cheveux, mais il me dit non, non, reste focus sur un truc, reste focus sur un truc. Ouais, mais non, ouais, mais on peut faire de la conciergerie. Il y a quelqu'un qui m'a donné son appartement à louer. Tu peux faire de l'immobilier, on peut faire de l'argent. Ouais, non, on reste là, on reste là. Donc ça, rester focus sur quelque chose, persévérance et apprendre. Il n'y a pas d'échec, en Exactement. fait. Il y a que des Un leçons. projet à la fois, un pas à la fois. C'est Ah, darjab, 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 marche après marche. exactement. Exactement. Et quelles sont aujourd'hui les qualités? Parce que maintenant, du coup, ça fait donc depuis 2019, finalement, tu es dans l'entrepreneuriat. Mm. Quelles sont les qualités que tu as développées avec l'entrepreneuriat? Oh, il y en a énormément. J'ai appris à me dépasser. J'ai appris à gérer mes émotions. Et ça a été la plus difficile. Vraiment, très, très difficile. Surtout quand je me suis fait licencier, vraiment virer. Apprendre à gérer ses émotions. Apprendre à connaître sa valeur. Ça, c'était phénoménal. Parce qu'avant, dans le salariat, tu faisais ce qu'on te disait de faire, mais tu pouvais pas dire ce que tu voulais dire. Aujourd'hui, en tant que dans l'entrepreneuriat, je te dis blanc, je te dis noir, tu veux marhaba, tu veux pas, c'est la même. Et ça, c'est un dépassement de soi. La confiance en soi, vraiment, se dépasser, avancer, gérer aussi, être libre, de pas avoir ce fameux réveil snooze là, qui te casse la tête là, tac là. Mais attention, hein, je dis pas que tu travailles 2 heures par jour, tu travailles toujours autant, mais tu restes libre d'amener ton fils à l'école, de revenir, de travailler à ton rythme. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Travailler à ton rythme, ça n'a pas de prix, vraiment. D'aller au jamoua, de faire ta salade, de couper l'Eden du Asr. Je coupe tout, je vais saler, je vais prendre mon oxygène et je reviens à mon bureau après mes adkar. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et de travailler de là où tu veux, quand tu veux. En fait, c'est la vraie liberté, en fait. La vraie liberté. Attention, j'ai pas dit liberté financière, mais liberté de pouvoir déjà gérer tes horaires. Et la liberté, c'est apprendre à dire non. Quand t'as pas envie de dire non, tu dis non. Et ça, avant, tu pouvais pas quand tu étais salarié. Tu peux pas dire non. Et l'entrepreneur, il y a énormément de choses. Ça m'a apporté énormément de choses. Mais, pour pouvoir prendre conscience de ces belles choses, il a fallu que je passe par des moments difficiles. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et à un moment, tu es dans la vallée du désespoir. Vraiment, t'es de plus bas, mais il faut être au plus bas pour apprendre à remonter et à comprendre. Parce que tu peux pas être là sans être passé par là. Parce que moi, j'en ai vu des gens dans l'entrepreneuriat qui montent très vite, qui font de l'argent très vite, mais qui n'ont pas connu ces échecs. Et je le dis à mes enfants aujourd'hui. Je leur dis, tant que tu te casses pas la tête, pour pas dire un autre mot, tu n'apprendras pas de la vie. Tu dois passer par ces moments difficiles, tu dois galérer pour comprendre ce que c'est. Et mes enfants, des fois, ils nous voient avec nos enfants, avec mon mari, travailler, des journées, tout ça, ils me disent, mais maman, faites un travail comme tout le monde, quoi. Elle a dit, vous êtes là, vous galérez, vous faites là, ça marche pas, vous n'avez pas vendu, c'est compromettant, c'est difficile. Et au contraire, je dis bien au contraire. Au contraire, parce que justement, on apprend que c'est pas facile. Alors que si j'ai un salaire fixe tous les mois, elle est où l'adrénaline? Tu sais que c'est Rabbi qui va te donner, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te razzaq. Allah, il va dire, tiens, tu l'apprends de différentes façons. En étant salarié, en étant entrepreneur. Ben, autant être entrepreneur. Autant avoir la liberté. Mais bien sûr. Ton risque, il est écrit 50 millions avec la création des cieux et de la terre. Pourquoi je vais aller me casser la tête à ce qu'on me dise que je dois faire? En tant que musulman, normalement, on ne devrait pas être salarié. Et je sais que ça va pas aimer, les gens vont pas aimer cette phrase. En tant que musulman, on ne devrait pas être dans le salariat. Parce que si on a la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala rzaq, oui, c'est un haq, je suis d'accord, prends-le avec tes compétences, ta khalifa et ta position. Ne t'écrase pas par rapport à un patron ou quelqu'un. Encore pire, nous les femmes, retire pas ton hijab pour avoir un salaire à la fin du mois. Alors que je l'ai fait. Hein. Je te dis ça, mais moi je l'ai fait. Parce que j'étais dans ce cycle de la société, ce qu'elle voulait de nous. Et ça, c'est important. Et je l'ai vu quand ma fille m'a dit non, je repars pas en France pour enlever mon hijab, je garde mon hijab, je garde dans mes valeurs, mais je reste au Maroc, dans un pays musulman. Maroc, Algérie, Tunisie, peu importe. Et ça, quand les gens prendront conscience de cela, ils passeront à un autre level, une autre dimension. Ils vivront la vie. Ils vont pas la subir, ils vont la vivre. Et oui, tu passes par l'entrepreneuriat. Et alors maintenant, les qualités que tu as développées avec l'expatriation. C'est belle. Il y a un truc qui n'a pas de prix, c'est la sérénité. Il y a un truc qu'ils ont ici, les locaux, les gens, même à la campagne. Nous, on a souvent le matériel, la maison, la voiture, machin, et tous les Européens, enfin, quand j'étais en Europe, le CDI, le travail, machin. Mais
Il nous manquait cette sérénité, cet apaisement. La rahat al-bal. Waouh! Oh, en fait, je suis les locaux m'éduquent. Comment? Alors qu'ils n'ont pas des milliers des cents, hein, mais tu les vois posés avec leur briri tsaatay, ils sont posés en bord de mer, dans l'herbe, et ils sont assis avec leur tasbih, ils sont avec leurs enfants, ils ont leur petite gamelle, leur petite semaine. Mais je les regarde avec admiration. Et quand tu regardais qu'avant, t'es dans le métro, t'es en France, et tu cours. Ici aussi, les gens, ils courent. C'est pas la même. Il y a une baraka ici. Dans les pays musulmans, je trouve qu'il y a une baraka dans le temps, dans l'argent, dans ta sérénité. Déjà, t'as pas de boîte aux lettres. Hey, t'as pas de boîte. C'est vrai, ça. Ils ont rarement des montres. Ils se font, on se voit après l'Asr, on se voit après l'Isha, on se voit au Dohor. Ils mangent beaucoup parce que justement, ils vivent la vie, ils riches. Et ça, c'est un truc de fou que j'ai découvert ici. Et les gens me disent, mais c'est vrai que quand je viens au Maroc, je suis bien, je suis apaisée. La sœur de ma belle-sœur a un gros problème, mais vraiment, elle a un traitement à vie pour ses oreilles. Elle vient en vacances au Maroc, elle repart, elle était là, elle était passée à la maison, elle est allée voir son médecin, il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes parti où? Elle a dit, pourquoi? Il a dit, votre oreille, le problème, il n'y a rien. Et subhanallah, elle m'a dit, en fait, j'étais au Maroc. Elle a dit, mais reparte au Maroc. Le papa d'un ami, entrepreneur, son papa a Alzheimer. Son papa, il a un traitement, c'est pareil. Et quand il ramène son papa chez lui, il prend pas le traitement. Son médecin lui a, et quand il repart en France à Paris pour refaire le renouvellement du traitement, le médecin, il a dit, soit je renouvelle l'ordonnance, soit vous avez votre papa avec vous au Maroc. Parce qu'il m'a dit, au Maroc, il a besoin de rien du tout. Parce qu'il est dans un environnement où il est bien, il est apaisé. Juste j'ai l'apaisement. J'entends rien que l'Eden, parce que l'Eden, c'est avec l'Ouden, tu vois, c'est lié. L'Eden, Ouden, c'est lié. Ça nourrit ton organe, tes cœurs. Moi, j'entends l'Eden, j'ai les yeux qui brillent, parce que c'est tebourisha, c'est des frissons. Et ça, c'est un apaisement pour tes organes, pour ton corps, pour ton âme qui a soif. Et c'est là où tu trouves cette sérénité, cet apaisement. Ah ouais, moi, non, l'expatriation ou la hijra, moi qui je dis hijra dit soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un acte d'adoration aussi. Donc tu vas te soumettre à Allah pour tes valeurs. Et pour moi j'ai repris. Donc c'est simple, tu as une Nadia avant, et ça c'est une phrase que je répète souvent, tu as une Nadia avant 40 ans, CDI, qui courait la maison, le crédit, les enfants, les activités, tu cours, le couscous le dimanche, machin et tout. Le rituel, vraiment chronométrer le rituel. Et tu as une Nadia après 40 ans, mais encore plus depuis que je suis au Maroc, parce que j'ai trouvé cette sérénité, cet apaisement. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, on est loin de nos proches. Oui, mais je vis ma vie et je ne la subis pas. Et pourtant, je suis pas propriétaire. C'est un beau chiffre, hein, quand même, 40 ans. Hein, quand c'est la révélation, hein, Machallah. Prophète La révélation lui est arrivée à 40 ans, c'est Machallah. C'est un très très bel âge. Alhamdulillah, alhamdulillah, ouais. Alhamdulillah. Quand je prie maintenant, je prie avec conscience. Je prie avec khushu', vraiment. J'essaie, en tout cas. Alors qu'avant, c'était mécanique, entre deux casiers, entre deux pauses. T'avais peur que quelqu'un monte te voir. Alhamdulillah. Rahat al-bal, voilà ce que j'ai gagné. Rahat al-bal. Et ça dérange les gens parce que sur les réseaux, ils me disent, ouais, elle en fait un peu beaucoup, là. Elle angélise le Maroc. C'est trop, c'est good vibe, c'est trop cette énergie. Non. C'est vraiment, vraiment ce que j'ai retrouvé et que j'ai ressenti. Et pourtant, j'ai été éprouvée. J'ai écouté les hôpitaux, la santé, les pompiers, j'ai eu des épreuves. Mais j'étais toujours dans la gratitude tous les matins. Tous les matins, reconnaissance et gratitude. Te faire réveiller par l'Eden du Fajr, il n'y a rien de plus beau. Moi, quand je cherchais une location, il fallait que j'attende l'Eden. Il fallait que j'attende l'Eden pour savoir si je l'entendais ou pas. C'était important pour moi. Et alors, une autre question, là. Tu sais, les personnes qui nous écoutent, c'est souvent des femmes. Et comme je te disais tout à l'heure, 60% d'entre elles n'ont pas d'idée de business. Donc là, je vais te donner un petit défi, Nadia. Ouais. Est-ce que tu as une idée de business là qu'on pourrait lancer en 2026 et qui, selon toi, fonctionnerait? La première des choses à faire, alors il va y avoir deux thèmes. Tu vas avoir une idée de business qui va être en concordance avec tes valeurs et avec ce que tu aimes faire. Ce qui te donne de l'énergie, ce que tu fais naturellement, spontanément et que tu pourrais faire en tout temps. Ça, c'est pour moi, c'est ton excellence, que tu dois monétiser et capitaliser. Ça, c'est la base. Maintenant, le temps de trouver, de savoir, parce que c'est tellement naturel que les gens ne trouvent pas. Moi, aujourd'hui, on est en train de discuter, justement, il y a un accompagnement business par rapport à ça. Et les gens, quand on leur dit, mais regarde-moi, on va prendre l'exemple de moi, Nadia. Moi, c'est connecter, créer des liens avec les gens.
Quand le jour où j'ai compris que c'était ça mon excellence et que c'était ça que j'aimais faire et que ça m'animait tous les jours, faire des événements physiques, prendre le micro et de parler devant 500 personnes, mais moi, je suis en kiff complet. Parce que je propage, je partage, je transmets, transmettre. Et ça, c'est un truc, c'est très fort. Mais une fois que tu as compris et que tu as pris conscience de ce que tu aimais, tu y vas, tu fonces. Mais il faut un temps d'adaptation pour la comprendre, pour le découvrir et pour vraiment le prendre en considération. Aujourd'hui, en 2026, il y a des trucs. Une connexion Wi-Fi, un téléphone, tu fais un business. Tu vas te former dans la vente d'un produit. Je sais qu'avant-hier, j'étais avec un ami entrepreneur qui est sur Dubaï. Et il vendait sur Amazon Academy, FBA, je sais pas comment on appelle ça. Il vendait un produit, un costume de Spider-Man. Il a généré plus de 600 000 euros en 18 mois. En vendant un produit dont tu as besoin. En fait, un produit qui va être consommable et réassort et qu'on va acheter. Tiens, il n'y avait pas si longtemps que ça, j'ai acheté un clavier Bluetooth pour mon télé. C'est un exemple que tu pourrais vendre, par exemple. Tu vas avoir aussi cette façon du e-commerce, mais attention, pas du dropshipping. Attention, parce qu'il faut avoir gardé dans l'éthique. Donc, il faut avoir le produit en physique pour pouvoir le revendre. D'accord? Donc, tu vas avoir aussi proposé un accompagnement avec quelqu'un, bien sûr, en fonction, parce que tu as des compétences. Toi, Sonia, tu as une compétence que je n'ai pas et j'ai une compétence que tu n'as pas et vice-versa. Elle est là, la richesse de l'humain. On a tous quelque chose en nous que l'autre n'a pas. Il y a une Sonia, il y a une Nadia. C'est pour ça qu'on a des empreintes, c'est pour ça qu'on a la marque de l'oreille qui est différente et qui est unique au monde. Donc, ce que Allah t'a donné, pulse-le, donne-le, parcours-le. À travers, quand je vendais des produits ménagers, des brosses à WC, ce que j'aimais plus, c'était transmettre et parler et échanger avec l'humain. Et finalement, c'est ça. Capitalise-le, monétise-le. Donc, le business, il y en a tellement, mais il faut vous former, il faut vous faire accompagner. Parce que le problème, le faire tout seul, tu vas aller dans tous les sens. Et aujourd'hui, les réseaux vendent tellement de rêves. Ça m'insupporte de voir fait 10 000 euros en 3 mois, fait 10 000 euros en 1 mois, fait 15 000 euros. Tu ne peux pas garantir un résultat. Ce n'est pas toi qui vas le garantir. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec les familles, quand je parle avec mes amis entre eux, on ne peut pas, et moi, c'est un truc qui m'agace, de dire, ouais, génère 50 000 euros en 1 mois. C'est Allah, qu'est-ce que tu ne sais pas? On ne peut pas s'avancer et garantir un résultat. On parle beaucoup de la promesse de vente. La promesse de vente, je t'accompagne, on élabore un produit, on fait ce qu'il faut dans l'éthique et dans les valeurs, et on laisse le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça installé au Maroc. Et ben ça, c'est important. Donc, dès la personne qui va t'accompagner à te lancer en ligne, et comme ça, et éthique et valeurs, elle va pas faire elle va faire une promesse de vente qui est de fou, avec des chiffres et des euros. Éloigne-toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et au-delà de ça, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'il y a un vrai besoin. Tu sais, on est vraiment à l'ère du digital où toutes les formations, elles sont en ligne, où on regarde des vidéos, etc. Et là, les femmes qui se lancent ont vraiment besoin d'un one-to-one, tu vois. Et je pense que en tout cas, ce qu'elles me disent, elles aiment ce côté où on passe à l'action ensemble, où je fais toc-toc toutes les semaines, alors tu as fait tes actions. Enfin, tu vois, elles ont besoin de ça parce que ça leur donne de la confiance et ça diminue les peurs aussi, parce qu'il ne faut pas nier que les peurs sont là aussi. Et donc, je pense que oui, on est dans l'ère du digital, mais on a aussi de plus en plus besoin d'humains, en tout cas, je pense. Bah, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on vend beaucoup de formations, de e-learning, de vidéos. T'es là toute seule derrière une vidéo. Si t'es autodidacte, tant mieux pour toi. Mais si tu l'es pas, on reste des humains. On a besoin de quelqu'un, on a besoin de partager, on a besoin d'échanger. On est quand même dans ce domaine, on a besoin d'un quelqu'un qui donne. C'est pour ça que dans l'accompagnement S'installe au Maroc, ils sont pas seuls. On a des coachings toutes les semaines pendant 1 an. Je vais pas les mettre que devant des vidéos. Non, c'est pas possible. Et écoutez ceux qui l'ont fait. Écoutez les personnes qui ont atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Toi, aujourd'hui, tu formes les gens, tu l'as fait. Donc, forcément, je vais aller voir une personne qui l'a fait. Je vais pas demander à une personne qui ne fait pas ce que je veux faire. C'est pas possible. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et elle va te partager tout ce temps, justement, toutes ces leçons que tu as apprises, ces échecs, pour pouvoir avancer. Donc, autant le faire avec une personne qui l'a fait. Donc, oui, il faut être accompagné. Et aujourd'hui, la meilleure des choses, il faut investir en vous. Et ça, la vie est une question de priorité. Je n'arrive pas à payer une formation à 2 000 euros, à 5 500 euros, mais j'arrive à mettre 1 500 euros dans un robot culinaire. C'est quoi ta priorité, quoi? Je ne peux pas prendre l'accompagnement S'installer au Maroc à 2 000 euros, mais je veux acheter un appartement à 80 000 euros. Mais c'est quoi ta priorité, en fait? Donc, soit tu as une priorité, je veux avancer, et aujourd'hui, pour moi,
Ne cessez jamais d'investir en vous. L'argent, ça part et ça revient. L'argent est un moyen de créer son mode de vie et n'est pas un but et un objectif. C'est un moyen de créer son mode de vie. Donc, avec ton accompagnement, je vais pouvoir avancer dans l'objectif que je veux. D'accord? Et ça, pour moi, investir en soi, c'est la meilleure des choses à faire. Et subhanallah, moi, j'ai des personnes où j'ai fait une amie, une copine, gratuit, vas-y, viens. Ceux qui ne payent pas, c'est ceux qui ne sont pas investis. C'est vrai. C'est comme les formations avec le CPF. J'ai rien contre le CPF. Les gens qui payent avec le CPF ne sont pas investis. C'est triste à dire. C'est un truc de dingue. Les gens prendront conscience de quelque chose une fois qu'ils auront posé l'argent. Donc, poser la valeur. Ouais, pose l'argent. Pose la valeur de ce que tu vas avoir, ce que tu vas obtenir. Parce que tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'argent aussi. Erzak min Allah. Il n'y a pas de frisabillah. Non, c'est dans le sentier d'Allah. Un imam, il fait des doros, il est payé. Une assistante sociale qui va t'aider, elle est payée. Et c'est normal. L'argent ne nous appartient pas. Donc oui, exactement. Investissez en vous, avancez avec vous et faites-vous accompagner. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font accompagner et il faut ne cesser jamais de vous faire accompagner. Moi, je me fais accompagner aujourd'hui. Et je continuerai parce que j'aime et j'apprends et j'avance plus vite. Pourquoi je vais y aller à pied alors que je peux y aller en voiture? Quand même, des fois, prendre le TGV avec certaines personnes. Exactement. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux femmes qui veulent entreprendre, aux femmes qui veulent s'expatrier? La femme qui veut entreprendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous les femmes, on porte en nous le rahim, le deuxième attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On porte en nous la vie. On donne la vie, on est la lumière d'un foyer. Happy wife, happy life. Et ça, c'est important parce que la société a voulu faire que la femme, subhanallah, Allah a toujours décrété que la femme, elle est beaucoup plus importante que l'homme. Désolé, l'homme. Parce qu'elle va inculquer, donner cet amour dans son foyer. Et ça, on le perd, tu vois. Quand on a nos menstrues, déjà, c'est même pas des menstrues, c'est des rahim. Déjà, en France, ils appellent ça des règles. Pour te dire, règle, ils veulent tout régler. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte, justement, que la femme ait elle a ce que l'homme n'a pas. Et on a une lumière en nous qu'on ne doit pas négliger. Moi, j'ai fait une dépression. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris la place de la femme dans l'islam, on est des princesses, on est des reines. Pour vous dire, ils n'en parlent même pas dans le paradis, les femmes. On sait que les hommes vont avoir des houris, mais on ne sait pas ce que la femme va avoir. On sait juste qu'elle sera dans des divans avec de l'or et de la soie verte. Tellement la place de la femme, elle est high level. Alors comment nous, on se néglige? On peut bien sûr éduquer ses enfants. Moi, j'ai allaité jusqu'à 2 ans et demi. J'ai commencé à travailler justement au moment où mes enfants étaient un peu plus autonomes. Mais donnez-vous cette valeur. Vous êtes une lumière. Et vous pouvez entreprendre sans montrer votre visage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Le digital, c'est l'avenir. Depuis qu'on a eu le Covid en 2019, le monde a changé. On prône le télétravail, on prône beaucoup de choses. C'est l'avenir. Vous avez l'opportunité de travailler de chez vous, de gérer vos enfants, votre foyer. Moi, je suis chez moi, là, dans mon salon. J'ai aménagé mon petit bureau dans mon salon. Imran est parti ce matin à l'école. Je l'ai regardé jusqu'à qu'il monte dans le transport et il est parti avec le transport scolaire. Chez moi, j'ai mon grand qui rentre à midi, je ferai une pause, je poserai. Voilà, vous pouvez garder cette place tout en vous épanouissant dans une activité qui vous illumine, qui vous donne envie, qui vous donne de l'énergie. Donc c'est possible, et générer de l'argent, c'est possible. Ça y est, c'est fini le tac-tac, c'est terminé ça. Le monde est en train de changer et il avance. Encore plus avec l'ère du digital, du chat GPT, de l'intelligence artificielle. C'est un truc de fou. Si en 2030, vous n'avez pas maîtrisé ce domaine, votre business, il est mort. Et moi, je me suis formée avec des locaux ici au Maroc. Ils m'ont appris ChatGPT et tout ça parce qu'on ne comprenait pas. Mais c'est pas grave, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui, 43 ans aujourd'hui. Mais j'apprends et je continuerai d'apprendre. Je ne cesserai jamais de me former. Et ça, les femmes, elles peuvent le faire, quoi. Elles ne doivent pas dire, ouais, mais ça y est, j'ai 40 ans. Ouais, mais ça y est, je suis vieille. Khadija radiallahu, c'était la femme la plus commerçante. Le modèle, l'exemple. Il faut rallumer cette flamme, en fait, de la femme. Elle doit entreprendre. Elle doit s'épanouir. La femme qui va être lumière chez elle sera lumière dans son foyer. Parce que nous, tu passes une mauvaise journée, tu vas l'inculquer sur tes enfants. Vas-y, me parle pas, vas-y, je suis fatiguée. Tout le foyer va prendre un coup. Encore plus quand on est en période de rahim. Pour pas dire menstrué. Donc, raison de plus pour se donner de l'importance. C'est très important. Très, très important. Donc, Oufik Baraka, voilà. Barakallahu fik, pour tout, Nadia. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié notre échange, alhamdoulilah. Je suis très, très heureuse que tu sois venue à mon micro et je vais te laisser le mot de la fin.
parce que tes paroles sont tellement belles et tellement justes que je ne peux que te demander de clôturer ce podcast, Inch'Allah. Merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour ce moment aussi, ça me fait toujours plaisir. Je dirais vraiment, si vous voulez des choses différentes, faites des choses différentes. Si vous voulez des choses que vous n'avez jamais eues, faites des choses que vous n'avez jamais faites. Faites de votre vie un rêve, réalisez-le. On sait que Malak al-Maut peut venir à tout instant. Je peux mourir dans la seconde qui suit. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette dunya? Faire dans cette dunya, c'est pas uniquement avoir un travail, un CDI, faire des enfants. Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour moi? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce que Nadia a fait derrière? Et ça, c'est important. Et quand on prend en considération ça, on change les choses. Mais pour ça, quand on prend conscience de cela, après on met des actions en place, on fait des choses différentes et on obtiendra des choses différentes. Et on s'épanouira. Et on évoluera et on avancera. Il n'est jamais trop tard. Bien au contraire. Un jour, vous voyez, c'est marqué là, un jour, une vie. Voilà. Un jour, une vie. Gratitude, Allahumma lakal hamd, adkar, istighfar, et tout va très bien se passer. Ayez confiance en vous. N'attendez rien de personne. J'ai tellement de choses à dire. On a toujours voulu être apprécié des autres, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'elle va dire de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été aimé de tout le monde. C'est pour toi qu'il va être aimé de tout le monde. Accepte. Et la critique est constructive. Barakallahu fiki, Nadia. Et merci Barakallahu fikum les marquises pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a boosté, inspiré ou donné de l'élan pour passer à l'action, pensez à le partager à une autre maman ambitieuse. Ensemble, on est plus forte. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Identifiez-moi sur les réseaux, je viendrai vous remercier personnellement. Et souvenez-vous, entreprendre en étant maman, ce n'est pas un frein, c'est une force. Alors foncez et à très vite dans La Marquise, le podcast des Mêmes Boss.